Hello, c'est Valentin. Deux petites choses rapides avant de commencer cet épisode. La première pour t'informer que nous organisons désormais des lives tous les dimanches soirs avec des petits jeux, des quiz et des cadeaux à faire gagner. Le tout dans une ambiance détente. Alors si t'as le temps, n'hésite pas à passer une petite tête sur notre chaîne Twitch ou YouTube. Deuxième chose, l'Euro 2024 arrive et dans l'objectif de se développer financièrement, 11e art est à la recherche d'un partenaire qui pourrait nous accompagner tout au long de la compétition. Si tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui bosse dans une boîte qui serait intéressé, n'hésite surtout pas à nous envoyer son contact ou à transmettre nos coordonnées ou nos réseaux sociaux sur lesquels nous répondons très rapidement. Et enfin, pense à t'abonner, à liker et à activer les petites cloches pour être informé des nouveaux épisodes. Très bon épisode à toi! Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Old Fashion. Aujourd'hui, je suis avec le grand Val qui voulait une nouvelle fois prendre un peu de hauteur et nous parler d'un conflit qui dure depuis plus de 50 ans. Et oui, un conflit qui a ressurgi ces dernières semaines puisqu'à l'occasion d'un match de Coupe des Confédérations africaines, donc l'équivalent africain de la Ligue Europa, opposant l'équipe de l'USM Alger, donc équipe issue de la capitale algérienne, et le RS Berkane, équipe marocaine, on a vu rejaillir les tensions qui existent entre les deux pays depuis plus d'un demi-siècle autour d'un sujet épineux, le Sahara occidental. Ouais, alors c'est un sujet dont on entend peu parler dans les médias ou de manière assez ponctuelle. Tu peux nous en dire un peu plus sur ce conflit ? Ouais, pour se plonger dans ce conflit, essayons d'abord de savoir de quoi on parle. Le Sahara occidental, c'est un territoire qui est situé entre le Maroc au nord, la Mauritanie au sud et qui a aussi une petite frontière avec l'Algérie à l'est. Et c'est aujourd'hui un des seuls territoires de la planète qui est considéré comme non autonome, c'est-à-dire qu'il n'est officiellement, et je précise bien officiellement, contrôlé par aucun État. Ah ouais, c'est assez étrange, tu peux nous expliquer pourquoi ? Ouais, en fait, le Sahara occidental a pendant très longtemps été une zone contrôlée par les Espagnols, notamment au temps de la colonisation. Et évidemment, après la Seconde Guerre mondiale, vont naître plusieurs mouvements en faveur de la décolonisation. En 1956, par exemple, la France va mettre fin à son protectorat marocain, qui va dès lors militer pour reconquérir l'entièreté de son territoire, et notamment au sud, avec le Sahara occidental contrôlé à l'époque par les Espagnols et Franco. Et concrètement, comment ça va se caractériser ? Je suppose que le Maroc va avoir l'appui de l'ONU qui milite fortement à ce moment-là pour la décolonisation. Ouais, exactement. Et justement, le roi Mohamed V va faire du Sahara occidental une grande cause nationale et va alors organiser une grande marche civile en 1975 avec plus de 350 000 Marocains qui vont envahir le territoire, entre guillemets, parce que c'est une marche évidemment pacifique, mais dans le but justement de se réapproprier le territoire. Et l'Espagne et Franco, qui est mourant à cette époque, vont assez facilement céder le territoire, qui va alors être divisé entre la Mauritanie et le Maroc. Mais je comprends pas du coup comment on se retrouve encore aujourd'hui dans une situation où le territoire est pas autonome. Parce qu'il y a un autre acteur que j'ai pas encore mentionné et qui joue un rôle important dans cette région-là, c'est les Sahraouis, qui est le peuple qui vivait initialement dans cette région et qui représente, en tout cas en 1975, une très large partie de la population du Sahara occidental. Et justement, les Sahraouis vont se structurer et créer ce qu'on appelle le Front Polisario, qui va être soutenu par le gouvernement algérien dans le but justement de revendiquer à leur tour le territoire. Et c'est la raison pour laquelle, à partir de 1975 et pendant plus de 16 ans, il va y avoir plusieurs conflits armés entre le Maroc et le Front Polisario soutenu par les Algériens. Et du coup, aujourd'hui, on en est où de la situation du conflit ? C'est toujours assez complexe. En 1991, il y a eu une mission de l'ONU qui a été envoyée sur place pour organiser un référendum qui n'a finalement jamais eu lieu, notamment faute d'accord sur les conditions électorales. Et depuis, le territoire est contrôlé à 80% par le Maroc et à 20% par les Sahraouis, avec un mur qui sépare les deux parties. Mais surtout, l'ONU ne reconnaît pas d'État officiellement en charge de la gestion administrative du territoire, d'où ce fameux statut de territoire non autonome qui existe encore aujourd'hui. Ouais, OK, mais en plus, si on suit, un petit peu, l'actu, on peut voir aujourd'hui que les tensions sont pas vraiment retombées entre les différents, acteurs de ce conflit, non? Pas vraiment, non, même s'il y a eu quelques petites périodes de détente, les tensions ont fortement été relancées, notamment à partir de 2020, après que le Front Polisario ait annoncé la fin du cessez-le-feu entre les deux pays. Et en parallèle, de son côté, le Maroc avait, depuis une quinzaine d'années, très fortement renforcé ses relations diplomatiques avec des grandes puissances mondiales, notamment la France, la Chine, le Japon et plusieurs États d'Amérique du Sud, qui d'ailleurs aujourd'hui soutiennent le Maroc sur le sujet du Sahara occidental. Mais surtout, le Maroc a reconnu en 2020 Israël
Israël, qui est évidemment en conflit ouvert avec l'Algérie sur la question israélo-palestinienne, ce qui lui a permis cette année-là d'obtenir la reconnaissance des États-Unis et notamment de Donald Trump sur la souveraineté du Maroc au Sahara occidental. On peut ajouter aussi à ça en parallèle que le Maroc a aussi soutenu l'autodétermination du peuple kabyle, ce qui a évidemment ravivé les tensions avec l'Algérie, qui a décidé à ce sujet-là de fermer ses frontières et son espace aérien, et qui a aussi accusé le royaume dans un second temps d'être à l'origine notamment des grands feux de forêt qu'il y avait eu en Kabylie il y a quelques années. Donc voilà, des tensions très exacerbées dans cette région-là. Ils sont pragmatiques, nos amis marocains, ils savent se mettre les ennemis à dos quand il faut, et les copains dans la poche. Du coup, si on revient au match que tu évoquais pour parler avec un peu plus de légèreté, qu'est-ce qui s'est passé exactement entre les deux équipes? Alors de la légèreté, je sais pas, puisque donc le match aller devait avoir lieu à Alger, où se sont donc rendus les joueurs du RS Berkane. Sauf qu'en arrivant à l'aéroport, les Marocains se sont vus confisquer leur jeu de maillot sur lesquels figurait une carte marocaine comprenant justement le territoire du Sahara occidental. Ah ouais, bah, difficile de pas penser à l'Euro 2020 avec le maillot de l'Ukraine où il y avait la Crimée qui était représentée sur le maillot, Crimée qui avait été annexée par la Russie depuis plusieurs années. Ouais, et ce qui montre, encore une fois, le caractère éminemment politique que joue le football, politique et géopolitique d'ailleurs, dans les conflits mondiaux aujourd'hui et dans les relations Mais du coup, la diplomatiques. suite, pardon, je t'ai coupé, mais la suite de l'histoire, du coup, c'est quoi? Justement, le RS Berkane a refusé de jouer avec d'autres maillots que lui suggérait la fédération algérienne. Le match a finalement été annulé et la CAF, qui autorisait depuis le début de saison le RS à jouer avec ce maillot, a finalement déclaré une défaite sur tapis vert de l'USM Alger. Et donc, le RS Berkane se retrouve aujourd'hui qualifié pour la finale de la compétition, dont le match retour se jouera ce week-end, après que le club marocain ait remporté le match aller 2-1. Oui, donc la CAF qui prend pas parti, Ouais, mais bon, un peu comme l'Ukraine qui, je crois, s'était rangée à la décision de la FIFA pour pouvoir participer à la compète, si je dis pas de bêtises. possible. Et ça a été quoi, du coup, la réaction dans les 2 pays? Elles ont été multiples. D'un côté, il y a la fédé algérienne qui a menacé évidemment de quitter la CAF suite à cette décision. De l'autre, il y a eu une certaine unité du peuple marocain vis-à-vis du RS Berkane, notamment les supporters du Raja Casablanca, qui est un des grands clubs marocains, ont par exemple ouvertement soutenu le RS Berkane en mettant en avant la question de l'unité nationale. Mais au-delà des réactions, ce qui est intéressant avec cette affaire, c'est qu'elle monte et qu'elle réveille un certain tiraillement qu'il y a entre ces deux peuples, qui sont à la fois marqués d'un côté par des liens culturels et historiques très profonds. On parle souvent, par exemple, de peuples frères entre les Marocains et les Algériens. Et de l'autre, ces tensions diplomatiques et politiques depuis plusieurs décennies qui font naître une certaine défiance l'un vis-à-vis de l'autre. Donc voilà, ce tiraillement qui vient encore une fois se révéler aux yeux du grand public, à travers le football évidemment, parce qu'on sait que c'est un marqueur de tension, un révélateur de tension assez important dans cette culture-là. Ouais, et comme d'habitude, dès qu'on commence à essayer de faire semblant de parler intelligemment, on est obligé de parler du COMEX parce que ça me rappelle les discussions qu'on avait, notamment sur le côté divertissant du foot, et à quel point les gouvernements aiment en jouer pour fédérer, pour promouvoir un pseudo union nationale, et je vous Tout à fait. encourage tous à aller consulter tout ça. Mais donc on a c'est un tiraillement en fait qu'on a vu également dans d'autres grandes compétitions dernièrement, quoi. C'est pas du tout un cas isolé. Ah non, c'est pas un cas isolé. D'un côté, d'ailleurs, on avait eu le sacre de l'Algérie à la CAN 2019, qui avait été célébré par une bonne partie du peuple marocain, tout comme l'excellent parcours d'ailleurs du Maroc l'année dernière à la Coupe du Monde 2022, enfin il y a un an et demi maintenant, qui avait uni une large partie des peuples arabes. Et de l'autre, il y a eu les éliminations honteuses des deux pays à la CAN cette année, qui ont évidemment ravivé les moqueries et les différentes tensions entre ces deux peuples. Mais est-ce qu'il y a une issue diplomatique à tout ça au final? Alors tu te doutes bien, Alex, que je ne vais pas m'engager à donner une réponse claire et définitive à un sujet aussi complexe qui englobe évidemment une multitude de facteurs dont je n'ai probablement même pas connaissance. Mais j'ai au moins une piste de réflexion qui consisterait à encourager une désescalade des tensions. À vrai dire, c'est pas moi qui le dis, c'est plutôt une partie des élites intellectuelles des deux pays qui s'affairent à ça depuis plusieurs mois.
Ah oui, t'as des exemples un peu Ouais, bah en fait, il y a beaucoup d'exemples de chercheurs, d'universitaires, d'historiens qui cherchent justement à reconstruire une relation diplomatique et à encourager à ce qu'on appelle un dialogue interculturel. Par exemple, il y a plusieurs historiens qui tentent de raviver des souvenirs de solidarité entre les deux pays, comme quand Mohamed V avait soutenu l'indépendance de l'Algérie aux Nations Unies, ou comme quand Bouteflika avait rendu un hommage émouvant à la mort de Hassan II, le roi marocain. Il y a aussi plusieurs think tanks qui essaient de sensibiliser les nouvelles générations sur ces questions-là à travers des débats assez dynamiques. Bref, il y a plein de choses qui sont mises en place par les élites et pour que tout ça ait véritablement un poids, bah, peut-être que le football et ses supporters devraient s'emparer de ces sujets-là. Le football, qui on le sait, est un élément à part entière dans ces cultures, dans les cultures de ces deux pays-là. Donc c'est peut-être une source de réflexion. Et quel regard a la France sur ce sujet? Est-ce que le débat il est autant clivé que sur le conflit israélo-palestinien? J'imagine un peu non, parce qu'on peut difficilement faire plus. Oui, c'est clair. Et en plus, la visibilité médiatique de ce conflit est beaucoup moins importante, donc c'est un petit peu plus compliqué d'avoir un avis sur ce que pensent réellement les gens. En revanche, nul doute que la culture peut jouer, elle aussi, un rôle essentiel dans l'apaisement des tensions en France. T'as des exemples qui te viennent en tête? Ouais, bah notamment dans le domaine de la musique et du rap, que tu sais qui me tient un petit peu à cœur. Il y a un espèce de mouvement de solidarité qui se met en place petit à petit entre plusieurs artistes depuis quelques semaines, depuis plusieurs mois même. Alors pas sûr que tu connaisses les noms que je vais te donner, Alex, mais il y a plusieurs collaborations qui ont eu lieu ces derniers mois entre des artistes algériens et marocains. Je pense notamment à un featuring entre Tiff et Zamdan, qui sont deux étoiles montantes du rap francophone, au style très particulier et au parcours très particulier aussi, puisque l'un est originaire d'Alger et s'est exilé à Paris, où il a rencontré et vit désormais avec toute une bande de Marocains. Et l'autre est lui-même marocain et a quitté son pays pour aller vivre à Marseille, où la communauté algérienne est très forte. Donc il y a cet exemple-là qui est très marquant. Devant l'Occident, l'Afrique met le port d'Artel. Conséquence pour nous, un avenir cauchemardesque. J'ai des calculs qui dépassent la prof d'algèbre quand je vois partir le bateau du port d'Alger. Il y a aussi eu des collaborations entre Rimka, figure du rap français. Bah, je connais. C'est tonton Rimka, tu le connais. Figure du rap français d'origine algérienne, et Sofiane Pamar, que tu dois connaître aussi, qui est un Français d'origine marocaine aussi. Je peux aussi citer le rappeur algérien Didine Canon 16, qui a appelé à la paix après qu'un rappeur marocain l'ait provoqué sur ce sujet-là. Et enfin, on peut aussi rajouter à cette liste le rappeur marocain El Grande des Toto, qui a invité Tiff à sa première partie de son Olympia il y a quelques mois. Et à ce sujet, justement, et pour conclure cet épisode, je vous propose d'écouter cet extrait d'une interview de Zamdan par Mehdi Maizi, qui a été publiée très récemment et qui est, selon moi, révélatrice du rôle que peut jouer la culture dans ce conflit et de manière plus générale dans l'apaisement des tensions entre plusieurs communautés. Moi, j'étais au concert à l'Olympia, donc celle que tu vas bientôt faire, de El Grande des Toto. Ouais. Et il y a Tiff qui est venu en première partie un peu surprise. Tu vois, en plus, il avait fait Élysée-Montmartre, je crois, 2 jours avant. Ouais. Et c'était lourd aussi, tu sais, de voir, tu sais, même au-delà des... La solidarité marocaine-algérienne. Voilà, exactement. Tu connais, enfin, l'histoire, elle est on connaît très compliquée. Bien. Dans la vie de tous les jours, tu vas au Maroc, tu vas en Algérie, même en France, dehors, tout le monde est ami, on est deux peuples frères, on est les mêmes. Mais c'est important aussi que vous le montriez, tu vois, parce que, tu vois, ça représente quelque chose, je trouve, de vous voir ensemble, en fait, faire des morceaux, c'est pas anodin, tu vois. Totalement. Comme Rimka aussi qui m'a invité. Ouais. Merci beaucoup à ces gens-là de faire vivre cette solidarité. Bah écoute, merci Val de terminer ce podcast sur une touche d'optimiste. Moi, j'avais une petite citation, un adage que j'avais mis de côté, un vieil adage qui dit les Arabes se sont mis d'accord pour ne jamais être d'accord, qui constitue un peu tous les rapports qu'il y a dans cette partie du globe. Mais je préfère qu'on se quitte sur cet extrait qui est bien plus positif et qui donne davantage foi en l'avenir. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Et d'ici une grosse semaine, une dizaine de jours, on aura des annonces très importantes à vous faire sur l'Euro. Donc restez bien connectés et on vous en parle très vite.